Alors il nous reste désormais à voir les deux propriétés importantes de tout champ vectoriel, que sont la circulation et le flux. Et donc comme on l'a déjà annoncé lors de l'introduction, la circulation du champ magnétique, magnétostatique, elle est très particulière et donne un théorème qui s'appelle le théorème d'Ampère, en hommage au physicien français du 19e siècle, qui a été vraiment très 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 important pour le champ magnétique. Alors, avant de le donner, ce théorème d'Ampère, on va essayer de le découvrir. En effet, on peut utiliser le champ magnétique qu'on a calculé juste avant, dans la précédente vidéo, pour le fil fin droit et infini. Alors, c'était voilà, ici, diapo 30. Et donc, on connaît le champ magnétique partout, sauf sur le fil, bien sûr. À ce moment-là, sur le fil, il faut utiliser une autre modélisation, enfin une autre description. Et donc, on va se définir un chemin fermé, et on va exprimer la circulation du champ magnétique le long de ce chemin. Et donc, ce chemin, on ne va pas prendre un truc trop compliqué. On peut se dire que, puisque le champ magnétique tourne autour du fil, eh bien, on va essayer de prendre un chemin qui est tout simplement un cercle, qui passe par le point M. Alors allons-y, bon, je fais avec une précision toute relative. Voilà donc le chemin que je choisis, donc je le note grand C, et ce chemin, il est bien sûr caractérisé par des petits déplacements le long de ce chemin. Et ces petits bouts de chemin, attention à ne pas les confondre avec les petits bouts de fil. Ici, le fil, c'est quelque chose qui est réel, qui est parcouru par un courant. Et là, je suis en train d'imaginer un chemin virtuel. Alors, il peut y avoir quelque chose le long de ce chemin, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, un bout de ce chemin, je peux l'appeler, par exemple, pour ne pas faire une redondance avec le DL qui est ici, je peux l'appeler DOM. Le chemin, c'est un déplacement du point M, donc un petit bout du chemin, c'est un petit déplacement du point M. Donc qui est la petite variation de la position de M, DOM. Donc j'aurais aussi pu l'appeler DLM, mais bon, c'est peut-être plus clair comme ceci. Donc le cercle, c'est un ensemble, une somme des DOM, ici. Bon, bah alors exprimons la circulation. On rappelle que l'expression de la circulation, c'est tout simplement l'intégrale. Ici, vu que mon chemin est fermé, ça va être une intégrale fermée. Alors pardon, ça c'est le chemin, donc la circulation, il faut que je l'écrive différemment. Donc la circulation, c'est l'intégrale sur le chemin du champ scalaire, le déplacement. Donc ici, le champ, c'est le champ magnétique, et le déplacement, on l'a appelé DOM. Alors, le champ, on l'a calculé, donc c'est mu0 sur 2pi, rho m fois i dans la direction e phi, donc ça c'est B. Et DOM, eh bien c'est un petit bout de cercle. Bon, on l'a déjà rencontré de nombreuses fois depuis la première année, donc on peut écrire directement que ça va être rho d phi dans la direction e phi. Continuons, on fait le produit scalaire, e phi fois e phi, ça fait 1. Donc finalement, il reste la somme sur le chemin de mu0 i sur 2pi fois d phi. Bon bah ça, à intégrer, c'est quand même pas très compliqué. Il reste mu0 i sur 2pi fois la somme des défis sur le chemin. Et vu que le chemin est fermé, eh bien, défi, finalement, varie entre 0 et 2pi. Donc la somme des défis entre 0 et 2pi, bah, ça va donner 2pi. Et donc, on arrive, que ça fait 2pi, on arrive tout simplement à mu0 fois i. C'est-à-dire un résultat qui est extrêmement simple
la circulation du champ magnétique ne dépend que de l'intensité du fil. Ça ne dépend pas du rayon du chemin. C'est-à-dire, j'aurais pu prendre un chemin 2 fois plus grand, et bien la circulation aurait toujours eu ce résultat, mu0 fois i. Donc on voit que c'est quelque chose qui est vraiment remarquable, exactement comme pour le théorème de Gauss, qui disait que eh bien, le flux du champ électrique, c'était proportionnel à la charge entourée par la surface définie pour calculer le flux. Mais ici, la circulation est proportionnelle à l'intensité qui est entourée par le chemin. C'est exactement ça le théorème d'Ampère. Sauf qu'on peut généraliser à un nombre quelconque de fils ou de sources de courant. Donc la circulation sur un contour quelconque mais fermé du champ magnétique est égale à mu0 fois IS. Alors qu'est-ce que j'appelle IS ? Eh bien IS, ça va être l'intensité qui est entourée par le chemin. Donc ici, voilà le chemin, voilà DOM ou DLM, c'est la même chose. Alors pourquoi IS ? Eh bien c'est parce que quand vous prenez un chemin qui est fermé, eh bien on peut considérer que ça définit une surface. Surface que je vais noter S. Et donc, je peux interpréter le théorème d'Ampère comme ici l'intensité qui est entourée par C ou qui traverse S, qui est elle-même la surface entourée par C. Alors, prenons un exemple ici. Donc, j'ai fait 3 fils en modélisation linéique et 1 fil en description volumique. Donc, je décide d'un chemin virtuel. Par exemple, je vais prendre ça. Donc, une espèce de cercle qui ici va passer derrière là, et passer derrière là, hop, et fermer comme ça. Donc là, on a M, DOM. Alors, du coup, d'après le théorème d'Ampère, toutes ces sources créent dans tout l'espace un champ magnétique. Bon, par exemple, ici, j'en sais rien, le champ magnétique va être n'importe quoi, comme ça. Ici, il va être comme ça. Enfin, je fais n'importe quoi. Eh bien, le champ magnétique, lorsque je calcule la circulation le long de ce chemin, eh bien, ça va être égal à mu0 fois l'intensité qui traverse la surface ici définie par le contour. Et donc, déjà, première chose, on voit que I3 ne passe pas à travers cette surface. I3 n'est pas entouré par C. Donc, I3 ne doit pas être prise en compte dans IS. C'est exactement comme pour Gauss. I3 crée un champ magnétique, mais en fait, quand on calcule la circulation sur le chemin fermé, eh bien, le champ magnétique créé par I3 va créer une circulation nulle, parce que ça va se compenser en fait selon les côtés du cercle, enfin du chemin. Donc il suffit de prendre I2, I1, pardon, et le courant ici distribué de manière volumique. Alors là, on a juste un problème, c'est que I1 est montant, I2 est descendant. Alors ça, c'est une remarque qui est importante, c'est que le courant IS doit être compté algébriquement. C'est-à-dire qu'il est positif ou négatif selon qu'il est, entre guillemets, dans le bon sens ou pas. Et qu'est-ce qu'on appelle le bon sens ? Eh bien, en fait, le bon sens, c'est le sens donné par la règle de la main droite, à nouveau. Donc ici, souvenez-vous, on met, entre guillemets, les... Oula, j'ai une main bizarre. Donc les 4 doigts de la main comme ça, le pouce est comme ça. Bon, mes dessins sont toujours aussi beaux. Et donc en fait, on voit que lorsque je parcours le chemin comme ceci, eh bien mon pouce indique la direction vers le haut. Et c'est ça le sens conventionnel de S. Ici le DS est vers le haut. Donc la même chose, le DS va être vers le haut. Ce qui veut dire que I1 est dans le même sens que le DS, donc il va être compté positivement, alors que
I2, lui, est dans le sens opposé. Donc il faut le compter négativement. Et ici, eh bien en fait, j'ai même pas besoin de me prendre la tête sur est-ce que c'est dans le bon sens, pas dans le bon sens. De toute façon, il faut que je fasse l'intensité ici avec le calcul du flux. Et donc ici, ça va être automatique, parce que les ds ici vont vers le haut, comme ici. Et donc si J est dans le même sens que ds, ça comptera positivement, et si J est dans le sens opposé, ça comptera négativement. Donc c'est entre guillemets automatique. Il y a juste quand on fait des modélisations linéiques qu'il faut faire attention aussi. Je vais appeler ça S', cette surface-là. Voilà donc le théorème d'Ampère. Alors faisons tout de suite une application de ça. Non pas dans le cas où on connaît déjà le champ magnétique et donc on vérifie le théorème d'Ampère comme on a fait tout à l'heure, mais au contraire, supposons qu'on ne connaît pas le champ magnétique et on va voir que le théorème d'Ampère nous permet de le trouver, moyennant, comme on avait déjà fait pour Gauss, des informations préalables sur ce champ magnétique. Donc reprenons un fil parcouru par un courant distribué uniformément. Donc ce fil, je vais supposer qu'il a un rayon R, qu'il est infini. Voilà. Donc là j'ai fait une vue 3D, une vue de dessus en bas. Alors, je vais commencer par les informations préalables. Eh bien, c'est toujours un fil, donc je vais gagner un petit peu de temps. Donc, je prends un repère, c'est toujours évidemment un repère cylindrique. Z. Donc il me faut une information sur la direction et une information sur les invariances. Donc, plan de symétrie O, euro, EZ. Donc le champ magnétique est perpendiculaire à ce plan de symétrie, c'est-à-dire le champ magnétique en n'importe quel point M va être selon E phi. Quel que soit le point M. Donc c'est bon, je connais déjà la direction, quel que soit le point M. Maintenant les invariances. Eh bien, puisque le fil est infini, eh bien, je peux changer Z sans que ça ne change rien au problème. Donc il va y avoir invariance de translation selon Z. Et également, le point M, je peux le faire tourner, ça ne changera rien. Donc j'ai aussi une invariance de rotation selon phi. Donc, le champ magnétique est dirigé selon phi, mais ne dépend ni de phi ni de z, donc autrement dit, il ne dépend que de la distance à l'axe central. Et donc on voit qu'ici, contrairement au champ électrique, la direction n'est pas la même que la variable. Donc attention à ça. Bon, donc on sait que pour tout point M qui est à la même distance de l'axe de symétrie, eh bien le champ est le même en norme. Donc évidemment, on va l'utiliser ça dans le théorème d'Ampère. Donc, on va choisir un contour qui est cohérent avec ces informations-là. Donc on vient de dire qu'il faut que ρ soit constant pour avoir B constant, donc évidemment on va choisir un contour tel que tous les points M soient à distance identique de l'axe de symétrie. Donc on va choisir un cercle, comme tout à l'heure. C'est parti. Alors je fais un cercle en 3D. Hop. Je définis ici le petit découpage de ce cercle, donc DOM. On remarque bien sûr que DOM est collinéaire à B, et dans le même sens. Ce chemin entoure une surface S, qui est ici un disque, dont la surface élémentaire en vecteur est dirigée vers le haut, donc à nouveau règle de la main droite, comme tout à l'heure, le ds est vers le haut. Voilà. Donc j'ai choisi mon contour, donc maintenant je vais exprimer la circulation.
Alors je peux refaire le schéma ici. Alors la circulation donc. Alors le champ magnétique je ne le connais pas, c'est ce que je cherche, mais je sais qu'il est dans la direction Phi et il ne dépend que de ρ. Ensuite le DOM, bon, bah, c'est comme dans l'exemple de tout à l'heure, c'est un cercle, donc DOM c'est ρm dφ Phi. Phi fois Phi ça fait toujours 1. Et donc maintenant il nous reste à utiliser le fait que tous les points M du cercle sont à même distance. Donc ρm est constant, donc je peux le sortir. Et vu que le champ magnétique ne dépend que de ρm, puisque ρm est constant, eh bien la fonction qui ne dépend que de ρm est elle aussi constante. Donc je peux la sortir. Et donc la circulation, c'est simplement Bφ fois ρ fois la somme des défis sur le cercle, c'est-à-dire 2π. Donc on se retrouve avec 2π ρm fois Bφ. Voilà donc l'expression de la circulation qui est simplifiée. On a réussi à simplifier l'intégrale. Voilà, il ne nous reste plus qu'à appliquer le théorème d'Ampère. Donc il dit que la circulation est égale à μ0 fois l'intensité qui traverse S. Donc ici l'intensité qui traverse S est donnée par une densité de courant qui va traverser la surface, donc il faut que je calcule le flux. On obtient 2π ρ fois Bφ est égal à μ0 fois le flux à travers S de J fois ds. Alors ici, c'est pas J en M, parce que ici, je fais le calcul de l'intensité qui traverse toute la surface, tout le disque. Or, les points M, c'est uniquement le contour du disque. Donc ici, ce sont les points sources, que j'appelle de manière générale les points P. Voilà. Alors, ce flux est très facile, puisque on a quelque chose qui est uniforme, donc J, c'est un J0 EZ. ds, c'est un ds EZ. Là, je pourrais exprimer ce que vaut ds dans les coordonnées cylindriques, mais en fait, ici, j'en ai même pas besoin. EZ fois EZ, ça fait 1. J0, on peut le sortir. Donc, on se retrouve avec μ0, J0 fois la somme des ds sur S, c'est-à-dire μ0, J0 fois S. Ici, S, encore une fois, c'est la surface du disque, et la surface d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Mais attention, le rayon, ce n'est pas le rayon du fil, c'est bien le rayon du chemin circulaire que j'ai fait virtuellement passer par M. Donc le rayon ici, c'est bien ρm, et non pas R qui est plus grand. Effectivement, tout le courant qui passe ici, il est à l'extérieur de S, donc il ne faut pas le prendre en compte. Ici, c'est au carré. Et voilà, on simplifie, donc on fait passer 2π ρm de l'autre côté, et on obtient Bφ est égal à... donc le pi s'en va, il va rester 2... Non, raté. ρm, il est toujours au numérateur. Donc dans le fil, eh bien, le champ magnétique, il est croissant avec la distance, ce qui est logique, mais toujours orthoradial. Et donc le champ magnétique est nul au centre, ce qui est logique, puisque au centre, partout vous avez du courant, ce qui fait que le champ total est compensé à chaque fois, enfin tous les points symétriques créent un champ qui est opposé, donc ça se compense, et donc on a un champ total qui est nul au centre. Voilà donc pour l'application du théorème d'Ampère, et on remarque que c'est exactement les mêmes étapes qu'avec Gauss. Anticipation des informations sur le champ,
expression de la propriété qui nous intéresse. Pour Gauss, c'était le flux, ici, c'est la circulation. Utilisation du théorème. Et déduction de l'expression du champ cherché. Donc à nouveau, comme pour Gauss, le théorème d'Ampère sera très utile dès que la source est suffisamment symétrique pour pouvoir simplifier l'expression de la circulation.